parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes vendredi 5 février. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous regarder à la télévision sur Espace TV. Espace TV, voilà, c'est bien dit. Et à la radio, bien entendu, sur Radio Espace Guinée, un peu partout dans le monde. Merci à tous de votre fidélité. Nous sommes vendredi, comme je le disais tantôt. Nous allons décrypter l'actualité, vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en Guinée, à travers le pays, ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Merci à tous de votre fidélité. Plusieurs lieux de commerce, des bâtiments et des ateliers installés le long des routes sont depuis quelques jours détruits par les autorités ici à Conakry. C'est une opération de déguerpissement menée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire avec la complicité des mairies et du gouvernorat de la ville, bien entendu. Dans la journée d'hier, les communes de Matoto et de Ratoma étaient en mouvement. Plusieurs citoyens ont vu leurs biens démolis. D'autres se préparent à libérer ces emprises des voies publiques ce matin. Si tout va bien, pour en parler, nous allons joindre M. Mamadou Batos Kamara. Il est le maire de la commune de Matoto. La ville de Dabola est privée de pain depuis quelques jours et pour cause, le prix à la vente imposé par les autorités est rejeté par les boulangers. Certains auraient été mis aux arrêts pour leur opposition à la mesure. La situation est tendue dans la ville. Les populations sont désemparées et pour comprendre, bien évidemment, nous allons appeler M. Ibrahima Fofana. Il est boulanger pour nous expliquer la situation et si tout va bien, nous joindrons certainement une autorité de la ville pour parler également de cette situation. D'autres sujets, bien évidemment, viendront s'ajouter à tout ceci. Encore une fois, merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules avec toute l'équipe du vendredi au complet. Bonjour Antoine. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Giba Milimono, bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Caps, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Mafoudi Abangura, bonjour. Bonjour Moussa Hiro, ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va très bien. Bien réveillé? Oui. Super. Mais je vais quand même le dire. Tu es bien habillé. Voilà. Aujourd'hui merci. Aujourd'hui toi encore plus, j'adore le tissu. C'est du lépi. L'arrière coule. Du lépi. Djiba. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on s'aime, on paraît bien. C'est sûr. Voilà, les femmes. Je défends ma petite soeur. Merci Moussa Hiro. Voilà. Bonjour Mara. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Bien, malgré cette joie, nous ouvrons donc cette émission par cette triste nouvelle. Nous venons de l'apprendre. L'artiste Abdul Jabbar est décédé, Antoine Kourouma. Malheureusement, Abdul Jabbar s'en est allé. Récemment, on a vu cette publication de quelques acteurs du monde culturel, notamment d'Ali Bongo Leno, qui annonçait l'évacuation d'Abdul Jabbar à l'hôpital sino-guinéen pour raison de maladie. Et donc cette crise qu'il avait faite finalement a fini par avoir raison de lui. Et je crois que ça fait une semaine que la nouvelle avait été annoncée. Ce matin, par le biais de Ras Kandel, on a appris le décès malheureusement de l'artiste Abdul Jabbar, qui était un talent à l'état pur, et quelqu'un qui ne forçait pas du tout la musique et qui était naturel dans ce qu'il faisait. C'est l'un des meilleurs reggaeman de la Guinée, voire de la sous-région, parce qu'il faisait de la vraie musique. Il fait partie des artistes talentueux qui malheureusement n'ont pas eu cette chance de connaître le succès. Il a très souvent sorti des singles également, des albums qui n'ont pas connu franc succès. Et voilà, donc c'est un talent, c'est un artiste accompli qui s'en va et qui malheureusement à un moment donné avait besoin de soutien mais ne l'a pas eu. Il y a eu cet appel à l'aide qui a été lancé par ses amis. Est-ce le manque de soutien qui a concouru à sa mort ou est-ce la maladie finalement qui a eu raison de lui? C'est une grande question que l'on se pose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la culture guinéenne perd l'un de ses acteurs les plus clés. Et voilà, condoléances donc à la famille biologique de Abdul Jabbar ainsi qu'à sa famille professionnelle, que la terre lui soit légère. Alphonse Mara, vous avez certainement écouté cet artiste avant qu'on ne commence l'émission. Vous esquissiez quelque part de danse sur un de ses sons. Que retenez-vous de l'homme? Quand on a dit que Abdul Jabbar est décédé, chez là, je me suis dit, ah bon, quel gâchis. Parce que cet Abdul Jabbar, comme l'a dit Antoine, c'est ces artistes pétris de talent, mais que le public n'a pas suffisamment consommé.
Le son, par exemple, que je suis en train de danser avant l'entrée d'Antoine, Tempérénoïde, Tampodo, le contenu est tellement profond, ça ressort tellement la situation des jeunes de notre pays, que vous avez l'impression que Abdul Jabbar vivait le quotidien de tous les jeunes. Pourquoi je retiens ce son? Mais c'est certainement cela. Tempérénoïde, Tampodo, c'est pratiquement, on dirait que ça l'a suivi. C'est ça, c'est l'histoire. Il est dans le milieu, il est dans le monde du ghetto. Il est parti dans des circonstances quand même un peu difficiles. Quand le son il sortait, j'étais un peu dans le même système. En fait, le son, ça représentait un peu ce que nous, les jeunes, vivions à l'époque. Aujourd'hui, je me dis que le public ne l'a pas consommé suffisamment. Et on a perdu un grand talent. Ça, il faut le dire. Des règlements en Guinée, on en a, mais Abdul Jabbar fait partie des meilleurs. Il avait ce talent, il n'a juste pas eu la chance d'avoir cette structure qui lui aurait permis de briller de mille feux. Mais il y a un grand talent qui vient de disparaître. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Rendre hommage comme il le mérite. Ce Abdul Jabbar, c'est un talent. Il ne faut pas que ces autres talents cachés qui n'ont pas eu la chance d'émerger craignent pour leur avenir. Abdul Jabbar est tombé malade. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps ou suffisamment d'écho pour le SOS. Aujourd'hui, il est décédé. Faire en sorte que l'initiative qui a commencé pour accompagner médicalement les artistes avec l'assurance continue. Que le public guinéen consomme local. Parce que c'est en consommant nos artistes qu'ils deviennent quelqu'un. On peut vivre de son art que quand le public vous accompagne. Aujourd'hui, il faut dire aux citoyens guinéens, c'est bon d'écouter Tiken Diafakoli, c'est bon d'écouter, je ne sais, Lukou Dibé ou quel autre artiste venant dans les autres pays. Mais on a des artistes qui parlent de notre situation parce qu'ils la vivent. On a des artistes qui décrivent notre situation parce qu'ils la connaissent. Ces artistes-là, consommons-les, donnons-leur la chance de vivre de leur art. Parce qu'il faut le dire, nos artistes ne vivent pas de leur art. Et voici le cas de Jabbar. Jabbar, que son âme repose en paix, mes condoléances à sa famille professionnelle et à sa famille biologique. Jabbar, ailleurs, même après le décès d'un artiste, sa famille peut continuer à vivre de ses œuvres. C'est le cas parce que à écouter ses chansons, c'est quand même un artiste accompli, même si, comme on le dit ici, il n'a pas eu la chance de briller de mille feux comme d'autres artistes. Justement, Abdul Jabbar, c'est comme une étoile filante parce que c'est une grosse voix de la musique guinéenne. D'abord, toutes nos condoléances à sa famille. Il faut retenir une chose, il a perdu son père il y a juste quelques jours, qui a subi un accident également. Mais j'apprends qu'il était parti le voir à l'hôpital à son retour. À son retour, voilà. Il a été fauché par une voiture. Donc, il perd son père et ensuite c'est lui. Et sans compter que sa maman était malade d'hypertension depuis des années. Donc, je pense qu'Abdul Jabbar, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je me dis une chose, les maisons de production en Guinée, on a du travail à faire parce que lorsqu'un artiste se produit durant des années, il faudrait qu'il tire un peu son épingle du jeu. Donc il y a sur toute la chaîne, je pense qu'il y a un travail sérieux à faire, les maisons de production, de distribution, le BGDA qui est en Guinée, le Bureau guinéen des droits d'auteur. Je me dis souvent, chaque année, ce sont des subventions, des petites subventions qu'on apporte et les artistes ne peuvent pas vivre de cela. Et lorsque tu n'es pas sur scène en train de faire une prestation, ça fait que tu as du mal même à accéder à ces subventions. Maintenant, l'un dans l'autre, je pense qu'il faudrait que M. Malik Kébé, qui est à la tête de cette structure, le FODAC, je pense. FODAC plutôt. Voilà, le FODAC qui a de belles idées, de bonnes initiatives, puisse quand même aller très rapidement avec cette initiative pour accompagner les artistes, mais également... C'est sur la base de projets. Des projets, je suis d'accord avec vous. Maintenant, tout récemment, le ministre Bantamasso avait pris un arrêté pour accorder une subvention aux artistes, notamment les légendes telles que les Kadi Diawara et les autres, également les sportifs de Afia, de Orea et les autres. C'était autour de 80 artistes. Ils avaient décidé d'étendre aussi aux autres artistes. Je pense que Abdul Jabbar aujourd'hui qui tombe, c'est vrai, les génies ne meurent pas, ils vivent à travers. Les grandes gueules. Il faudrait rapidement l'étendre aussi à la musique urbaine parce que nous avons de grosses voix qui se sont battues, de la génération qu'il pointe en passant par Ras Kondel ce matin, quand même, qui est très touché par cette mort parce qu'on les appelait les Siamois, ils étaient tout le temps deux. Et n'oubliez pas qu'Abdul Jabbar était sur un album qui devait sortir cette année. Malheureusement, qui va sortir peut-être à titre posthume, paix donc à l'âme de ce grand artiste, de cet autre grand artiste qui vient de tomber. Et comme on le dit, certainement, il continuera à vivre à travers ses œuvres. Toutes nos condoléances à la famille des artistes, mais aussi à la famille biologique de Abdul Jabbar. Nous continuons donc les grandes gueules avec cet autre sujet, les locaux de l'UFDG. Nous l'avons appris à travers cette sortie de Maître Salifou Béavogui qui reste fermé, Antoine. Oui, la demande de réouverture des locaux, notamment du QG et du siège de l'UFDG,
a été rejeté par le TPI de Dikin. Et donc, depuis pratiquement 4 ou 5 mois, le locaux de l'UFDG reste clos. La justice, jusque-là, refuse de les ouvrir. On a suivi cette sortie de l'un des chargés de communication du parti. Je crois que c'est Justin Baba Milimono qui ne comprenait pas. Joachim Baba Milimono qui ne comprenait pas cette décision de la justice. Ensuite, quelques cadres du parti qui, semble-t-il, ne sont pas contents de la décision. Cela fait quelque temps, le parti n'a pas la possibilité de tenir ses assemblées générales au même titre que les autres partis politiques. On a suivi lorsque la Cour des comptes a demandé à ce que chaque parti politique envoie le bilan de sa campagne par rapport au montant, aux finances. Oui. L'UFDG a dit qu'il n'était pas en mesure de le faire parce que son QG était cadenassé, parce que la plupart de ces documents s'y trouvent là. Et il y a eu cette descente musclée. On a suivi à un moment donné des forces de sécurité qui ont défoncé des portes. On apprend que les ordinateurs ont été emportés, également des documents importants. Aujourd'hui, de cette date à nos jours, les locaux sont toujours... Il faut le rappeler, c'était au lendemain de cette projection, notamment des résultats, voilà. Les résultats de la présidentielle du 18 octobre. Se repoguer par des cadres du parti. Donc depuis cette date, jusque-là, le parti a du mal à obtenir cette demande de libération des lieux. Et ça s'est confirmé hier avec la sortie de l'avocat, qui confirme que la justice rejette leur demande de rouverture. Mais ce qu'il faut dire par-delà tout, c'est que le parti UFDG, depuis quelque temps, on sait qu'il est dans le collimateur du parti au pouvoir, notamment du chef de l'État. Il y a non seulement ces cadres, quelques-uns qui ont été mis aux arrêts, il y a ces locaux qui sont bloqués. On a comme l'impression qu'on a envie d'étouffer, voire même de tuer politiquement toute opposition dans ce parti. Sidi Touré l'a dit hier. Voilà, l'UFDG principalement, on sait tous que c'est l'un des rares partis qui tenait tête à Alpha Condé ou au parti au pouvoir. À part l'UFDG, les autres, certes, tentaient de tenir bon, mais ils avaient du mal à le faire. Mais l'UFDG, avec ses militants et parfois ses cadres, ont tenté de tenir. Mais avec l'arrestation de Ousmane Gawal, de Chérif Baye et des autres, on a constaté depuis leur arrestation que le parti a nettement diminué en action sur le terrain. On a comme l'impression que ce sont les meneurs de jeu qui faisaient vivre le parti qui ont été mis aux arrêts. L'impression qu'on a, c'est que le parti au pouvoir ou le chef de l'État a réussi sa mission en neutralisant les forces motrices du parti. C'est pourquoi à un moment donné, on a suivi cette sortie d'un communicant du parti qui a semblé avoir ras-le-bol du silence de certains cadres qui disaient qu'à part Cellou Dalein Diallo, depuis l'arrestation des autres, personne au sein du parti ne semble choqué par ce qui se passe. Personne ne communique à part Cellou qui réclame sa victoire ou qui demande la libération des autres. Et vous avez vu la sortie du parti qui a menacé le communicant en question, qui l'a mis en garde de ne plus reprendre. Il y a eu cet avertissement qui a été donné, comme pour dire que si au RPG il n'y a pas de démocratie, dans les autres partis politiques aussi, la démocratie n'existe pas. Bien, Caps, comment comprendre, est-ce que vous comprenez cette fermeture des locaux du principal parti d'opposition? Justement, c'est la véritable interrogation à se poser. Qu'est-ce qu'on reproche véritablement à l'UFDG? Il est important que si on leur reproche concrètement quelque chose, que la justice nous dise cela de façon très publique. Pour la simple raison que si vous prenez aujourd'hui ce qui est véritablement en train de se passer, est-ce qu'on peut se dire que c'est la fin même du parti politique UFDG? Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour pouvoir se sortir de cette pression, ou si vous voulez, de tous ces agissements du pouvoir vis-à-vis de leur parti politique? Parce qu'aujourd'hui, Antoine le rappelait tout à l'heure, qu'ils ont commencé d'abord par prendre les forces motrices du parti politique pour les mettre en prison. Vu que ces gens-là sont là, on se pose même la question de savoir, donc ceux-là qui sont aujourd'hui en prison, sans ces gens, est-ce que l'UFDG n'existe pas en tant que parti politique? Donc la véritable question à se poser aujourd'hui... C'est quand même des personnalités, pas des moindres, qui sont détenues. Quand on prend un Gawal, qui était quand même présent, c'est le chargé de communication. Le chargé de communication, parti. Le Quand coordinateur. vous prenez Cellou Baldé du côté de l'Abbé, qui avait souvent maille à partir avec le gouverneur de l'Abbé, le gouverneur de la ville de l'Abbé, Ablaïba aussi à Kindia. C'est des personnes, pas des moindres, qui sont aujourd'hui détenues. On a quand même certains qui sont là, comme les Fodé Oussou, etc., qui sont là, eux aussi, qui peuvent
qui peuvent justement, Antoine, qui peuvent, oui, mais Fodé aussi, il est l'ombre de lui-même. Il est l'ombre de lui-même parce que il est certes vice-président, mais je suis désolé de le dire, mais on a l'impression il est devenu complètement on a terne, l'impression qu'il a effacé. plus de poids. Et il y a même des langues qui disaient comme quoi Fodé Oussou, est-ce que c'est pas un cheval de Troie au sein de l'UFDG? Les gens le disaient. Maintenant, moi, certes, je peux. Il a fallu se justifier devant. Justement, c'est Loudalen. Je peux peut-être prendre cela avec des pincettes, mais ce qui est clair. Aujourd'hui, on est dans une tentative d'étouffement de toute force opposée, de musellement de l'opposition. Parce que je vais vous dire une chose, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre avec le régime Alpha Condé, vous vous souvenez de la conférence de Bâle, lorsque Mitterrand avait dit que l'aide de la France allait partir au pays qui allait se tourner vers la démocratie, notamment le multipartisme intégral. Conté avait dit à l'époque, attention, si nous partons vers le multipartisme, ça va créer un clivage au sein de la société guinéenne. Et je me souviens, c'est Alpha Condé lui-même, avec Bamamadou et Siradio qui se sont battus pour accepter qu'on ait quand même ce multipartisme intégral. Parce que quand on était pour un bipartisme tempéré, ça veut dire qu'on ait deux entités, la gauche et la droite, pour éviter qu'il y ait un clivage dans la société. Deux grandes formations politiques. Maintenant qu'ils se sont battus pour qu'on puisse aller vers le multipartisme intégral, qui est quand même le nerf de la démocratie, je ne peux pas comprendre que le même homme qui s'est battu 40 ans et qui se dit, bon, on s'est battu pour que Conté accepte enfin que nos partis puissent se lancer dans la bataille politique et que lui, il soit aujourd'hui à la base disons, d'étouffement d'un parti politique. Parce que ce qu'on ne peut pas comprendre, le FDG, quoi qu'on dise, le RPG et le FDG, ce sont les partis les mieux représentés sur le plan national. Parce que c'est ça aussi un parti politique. Au-delà de la conquête du pouvoir, c'est votre représentation géographique. Certes, on peut arrêter des hommes, les mettre en prison pour les étouffer, mais ce qu'on ne peut pas, disons, étouffer, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, cet état d'esprit, il est vivant. Quoi qu'on dise, le FDG, moi, certes, c'est Loudalen, c'est le leader, c'est lui. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas qu'au sein des militants, cet état d'esprit, il est là, il est présent. Je pense qu'on ne peut pas se lancer dans cette opération on arrête tout le monde systématiquement, on ferme les locaux. Il n'y a pas d'argument. Moi, j'étais, il y a encore une semaine, je passais, j'ai trouvé des hommes en uniforme toujours devant les locaux, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens-là font jusqu'à présent à ce niveau? Il y a même certains des langues qui se délient pour dire, nous-mêmes, on est peinés d'être là. Il faudrait que le président de la République puisse accepter d'aller vers... Même les agents sont fatigués d'être là. Je pense qu'on n'a pas intérêt dans un pays à ce qu'il n'y ait pas une opposition. Je vais vous dire, pour finir rapidement. Il ne faut pas créer des problèmes aux agents qui sont là-bas. Non, je ne parle pas des agents. Je ne parle pas des agents, mais il se dit, Madame Hiro, la Guinée, il se dit, il se susurre que même des hommes en uniforme aujourd'hui se sont lassés d'être là. Parce que on ne peut pas justifier cela. Je vais vous dire une chose. Dans un pays, lorsqu'on cherche à étouffer toutes les institutions, toute opposition, si vous ne faites pas attention, la prochaine opposition va se créer au sein de votre entité. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus d'opposition en face. Et aujourd'hui, l'opposition, elle va naître au sein du RPG. Et malheureusement, c'est sûr à quoi. Voilà, elle est née. La sanction de Bani Sangaré et autres. Parce qu'il n'y a plus d'opposition en face. Et malheureusement, ça va s'inviter dans votre camp. Maintenant, il faut qu'aujourd'hui, on accepte quand même Diba, il faut que tu... Voilà, non, Diba, il faut que tu... Il y a une chose que Diba doit comprendre. En réalité, je suis surpris quelque part de son étonnement vis-à-vis de l'homme politique qui est le président Alpha Condé. On a quand même un homme politique qui a connu une sorte de mutation, de changement. L'homme politique qu'on a connu et l'homme d'État qu'on connaît aujourd'hui en tant que président de la République, ça fait deux hommes différents. On se souvient. Il y a une mutation entre l'homme politique et l'opposant qu'il était et l'homme d'État qu'il est aujourd'hui. Et malheureusement. Et ce qu'il faut le ressortir, c'est que depuis le début de son pouvoir, il l'avait annoncé que si lui vient, quand il prendra le pouvoir, qu'il n'y aura plus d'opposition. L'opposition ne sera plus en face de lui. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est quelque part en train de faire. Et moi, je me dis que ce que cela doit inspirer à l'ensemble des partis politiques quelque part, c'est de véritablement chercher à travailler sur une sorte de restructuration, une sorte de réforme qu'ils doivent engager au sein même de leur parti politique. Parce que moi, il y a quand même quelque chose que je révèle. Quand on observe de très près les partis politiques en République de Guinée, j'ai comme l'impression qu'ils sont un petit peu à l'image du président Alpha Condé. C'est des entreprises politiques. Non, au-delà même. Le reflet d'un homme. Le reflet d'un homme. Tous qui sont aujourd'hui quelque part, si vous regardez de très près, tous qui sont aujourd'hui en train de dénoncer
au niveau du président de la République, c'est que quelque part, eux-mêmes sont en train de nourrir et entretenir la même chose au sein de leur formation politique. Donc, quelque part, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il y a encore de l'espoir véritable qu'il faut attendre vis-à-vis de ces partis, à moins qu'on attende de nouvelles formations politiques qui peut-être sont en train de faire des véritables travaux au niveau souterrain, qui vont venir surprendre le public et après se lancer. Sinon, aujourd'hui, ce qui est intéressant de relever comme préoccupation majeure, c'est de savoir est-ce que l'UFDG sera à même de pouvoir sortir de cela, avoir une stratégie qui peut les permettre de contre-attaquer tout ce qui se pose afin que leur parti puisse continuer à vivre et à sortir. Parce qu'à cette allure, Mafoudia Bangoura, si l'UFDG ne peut tenir des réunions ou des assemblées que dans leurs locaux qui se trouvent aujourd'hui fermés, il n'y aura plus de réunions, plus d'assemblées de cette formation politique. Mais moi, je suis convaincu que cela ne va pas et ne peut pas impacter sur, si on veut, l'avenir de la formation politique. Les plus grands partis d'opposition, en tout cas pour le continent africain où on a souvent des situations comme ça, naissent justement des situations aussi dures comme ça. Le président qu'on a aujourd'hui, il est venu autour de 2010, regaillardi par toute la douleur qu'il a eu à encaisser lorsque le pouvoir de Lansana Conté était là. Donc si aujourd'hui il fait subir la même chose à celle de son opposition, qu'il soit convaincu que cela ne va pas éteindre cette opposition. Au contraire, ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ont accepté. Des fois, ils se sentent juste impuissants. Mais à un moment ou à un autre, parce que c'est pourquoi je veux aussi parler de l'opposition. L'opposition, est-ce seulement, ici, lorsqu'il dit, il manifeste sa volonté d'étouffer, on va dire manifester ou pas, il donne l'impression de vouloir étouffer l'opposition. On a écouté Sidia Touré hier. Supposons que ça soit une réalité. Mais toujours est-il que c'est quelque chose qui est impossible. C'est impossible du moment où l'opposition, le mot opposition en tant que tel, s'opposer à quelque chose peut venir de n'importe où. Ça peut, Djiba dit que ça peut venir de l'intérieur. Je doute fort pour le moment du côté du RPG. Je doute très fort. Mais ce dont je suis sûr, c'est Guinéens qui sont là, qui appartiennent à tous les bords, qui ne sont pas contents avec ce qui se passe. Si à un moment donné, ils sont capables de se lever. Et lorsque ceux-ci se lèvent, en fait, c'est un problème de dénomination. Ça s'appelle d'une manière ou d'une autre une opposition. C'est dommage quand même. L'opposition n'est pas que politique. Justement, c'est quand même dommage d'avoir un président qui donne tout son temps à ces guéguerres politiques. Moi, à la place de celui d'Alain aujourd'hui, je le comprends, c'est très dur la situation, mais à un moment donné, peut-être il faut laisser couler les choses. Parce que comme on dit, il n'y a rien qui dure. Mais après, pour le Guinéen, globalement pris, c'est assez dommage parce que ce qui se passe, ne serait-ce qu'avec le siège les locaux de l'UFDG, c'est quand même une violation des droits de cette formation politique. Ils ont le droit d'avoir cette formation politique, ils ont le droit de tenir réunion. La justice aujourd'hui ne veut même pas de réunion, tout ceci. Il y a le RPG qui tient maintenant tous les samedis leur assemblée. Et d'ailleurs, toutes les autres formations politiques ont repris. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la justice de donner les véritables raisons de son refus? On ne cessera jamais de revenir sur l'indépendance de cette justice. C'est vrai qu'il y a les faits, qu'il y a des éléments qui sont à leur niveau, mais après on en ressort des fois par moment par rapport à certaines situations, on se dit bah tiens, peut-être qu'on peut espérer par rapport à certaines décisions par moment, mais par rapport à d'autres, mais c'est incompréhensible. C'est important aujourd'hui, je suis d'accord avec Caps, qu'on nous dise pourquoi jusqu'à date on refuse d'ouvrir les locaux de l'UFDG pour que cette formation politique puisse tenir ses assemblées, puisse continuer à s'organiser, parce que c'est un droit que leur reconnaît la Constitution. Oui. Vous avez vu la fois dernière quand on a reçu ici Mamadou Sylla qui disait que l'une des conditions, la condition principale pour Alpha Condé d'accepter toute chose, c'est que Cellou Dalein Diallo reconnaisse qu'il est le chef de l'État guinéen. Alors là, c'est une inquiétude. Non. C'est la condition qui est posée. Il y a la Cour, mais aujourd'hui, le président même doit se mettre au-dessus de ça. Il n'a pas besoin. Il faut que Cellou invite tous les médias guinéens. C'est-à-dire, appelle l'Urtelbi pour dire. C'est une perte de temps. Le président doit se mettre au-dessus de ça. Si la Cour constitutionnelle a reconnu aujourd'hui, est-ce qu'il est obligé que Cellou Dalein finisse par reconnaître? Il faut que Cellou, à travers tous les médias guinéens, y compris à l'intérieur du pays, fasse un communiqué. Une communication véritable
pour dire que moi, c'est Roudalen Diallo, président de l'UFDG, candidat malheureux aux élections dernières. Je reconnais Alpha Condé comme chef de l'État. Aucun sens. Pour vous dire qu'on est encore dans les détails. Sinon, on a quand même un président qui, malgré tout, malgré la lutte contre un éventuel troisième mandat, on s'est retrouvé. Il y a eu la création du FNDC. Des Guinéens ont été tués. On a passé combien d'années? Même l'administration ne fonctionnait pas. Finalement, il est élu. Il a prêté serment. Il a été installé. Il a besoin de quelle reconnaissance? Et il y a de vrais problèmes dans le pays. Et il y a de véritables problèmes dans le pays auxquels on doit s'atteler que de s'atteler aux problèmes politiques du genre comme ça. Pour terminer rapidement, ça veut dire qu'il accorde une telle importance. Voilà, justement. C'est ce que ça ressent. Je ne pense pas. C'est nous qui négligeons le poids de Cellou. C'est ce que ça ressent. Mais en même temps, ce serait même si supposons qu'il accorde de l'importance à Cellou, ce serait quand même gauche parce que ça n'impacte rien. Sinon, on aurait libéré les locaux. On aurait ouvert les locaux. En fait, le fait de savoir, savoir qu'un président aujourd'hui qui est élu, qui a toute la latitude de seulement mettre les Guinéens au travail, puisse s'attarder sur un tel détail, c'est ça que je n'arrive pas à concevoir. Non, pas du tout. Et pour résumer, c'est bien dommage, mais encore une fois, on en revient à la même chose. L'aspect très politique chez le président de la République, c'est tout ce qui nous met dans ces détails. Sinon, si au cours de toutes ces manifestations, il y a eu des éléments pour lesquels on a arrêté les uns et les autres, la justice est là, qu'elle fasse son travail, que ceux qui ont été reconnus coupables soient condamnés, que ceux qui sont innocentés retournent dans leur famille, mais se retrouver dans une situation de blocus où on est obligé de forcer la justice par moment à faire son travail, c'est encore une fois à l'image du régime. On s'attarde plus sur des éléments politiques que de mettre en place des solutions pour aller directement au travail et sortir le pays de cette situation de galère qu'on connaît. Bon, moi, mes interrogations tournent autour de quelques points. Est-ce que le siège de l'UFDG, c'est une scène de crime? Pour qu'on interdise l'accès quand même à ceux qui ont droit de tenir leur assemblée ou diriger leur bureau. Ce n'est pas une scène de crime. Le deuxième aspect, c'est quoi? Ils ont fait une descente. Avec effraction, ils ont emporté des objets du matériel appartenant au parti politique. Je crois qu'il n'y a pas lieu de continuer à fermer le siège si vous avez pris ce dont vous avez besoin pour vos enquêtes. Aujourd'hui, la justice guinéenne doit apprendre à savourer son indépendance. On lui a donné les éléments de l'indépendance. Je vous dis, ils n'ont pas la volonté d'être indépendants. Madame Yero, on leur a donné toute cette possibilité. Le statut particulier est tombé pour ça, pour que le monde de la justice se sente un peu fort de ses privilèges. Mais même avec ces privilèges, ces gens-là ont peur d'être indépendants. Ils n'ont qu'à apprendre à savourer leur indépendance. Cette décision aurait quand même pu sauver ne serait-ce que l'honneur de la Guinée. Dire que la justice guinéenne a demandé au parti au pouvoir, au président de la République ou au ministère de la Sécurité de libérer les locaux d'un parti politique. Les autres partis sont en train de tenir leur assemblée. L'UFDG est empêché par le pouvoir en place de tenir cette assemblée. Quels que soient les éléments de l'enquête, quels que soient les motifs qu'on aura, ce que l'opinion va retenir, ce n'est pas les éléments qui constituent leur dossier d'enquête, non. Ce serait le pouvoir muselle l'UFDG. Et de l'autre côté, le président de la République, félicitations. Il est en train de tuer l'opposition, mais après quoi? C'est pour obtenir quoi? C'est pour gagner quoi? C'est pour atteindre quel but? Quelle image pour la Guinée? Quelle image? Pas pour la Guinée. Attention, il faut dissocier Alpha Condé de la Guinée. Quelle image pour Alpha Condé? Parce que quand il faisait... Non, Madame Yero, attention. La Guinée? Non, attention. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. En parlant d'Alpha Condé, laissez-moi finir. Condé à la tête la d'un Guinée, pays qui s'appelle la République Madame de Guinée. Yero, dissocier Alpha Condé de la Guinée, je le répète. Pourquoi? Alpha Condé est président de la République, je ne retire pas ce statut. Mais quand je vous dis il dirige un pays qui s'appelle la République de Guinée. Je suis d'accord avec vous sur tous ces points-là. Mais quand je vous dis de dissocier Alpha Condé de la Guinée, c'est que Alpha Condé, c'est cet opposant, Diba le rappelait. C'est cet opposant qui s'est battu pendant 40 ans pour la démocratie. Mais qui a aussi subi, il faut le rappeler. Qui a subi tous les malheurs. Sous l'ère Conté, est-ce qu'on va dire qu'il est en train de se venger? Non, maintenant Antoine, c'est pourquoi je dis... Écoutez-moi, permettez-moi. Vous avez dit qu'il a subi. Voilà les raisons pour lesquelles il ne devait pas faire subir. C'est pourquoi je vous dis de dissocier. Il faut relativiser. Non, Antoine, on n'est pas obligé de prendre sa revanche sur tout le monde. Lansana Conté est dans sa tombe. Il peut aller se venger sur Lansana Conté quand même. Non, Antoine, s'il te plaît.
Antoine, Antoine, vous me laissez finir. Vous me laissez finir, s'il vous À plaît. l'époque, c'était un système. Vous me permettez de finir. Le système l'a fait subir quelque chose. Non, Nous, aujourd'hui... Il y a des éléments du système qui sont encore... Antoine, il n'est pas... C'est le dernier dialogue appartenant au système. Antoine. Est-ce que Alpha Condé, à travers ses actes, est en train de se venger de ce qu'il a subi à l'époque? Parce qu'il faut rappeler qu'Alpha Condé a été mis en prison. Alpha Condé, en son temps, lorsqu'il était opposé à Lansana Conté, il faut reconnaître que les militants... Attendez, non, pas une vengeance contre qui que ce soit. Moi, quand même. Moi, Antoine, je ne crois pas à cette théorie de vengeance. Mais ce qu'il faut dire... Je ne suis pas en train de justifier les actes actuels du pouvoir. Je dis juste... Ce sont des suppositions. Maintenant, est-ce qu'Alpha Condé, de par ses actes, est en train de vouloir infliger à celui dernier dialogue ce qu'il a subi? Non, Alpha ne combat pas un système. Alpha ne combat pas un système. Alpha ne combat pas un système. Parce que ce même système, il est dedans. Il est dans ce système. Il est dans le système. Et il y a des personnes qui ont été citées quand même dans le livre de Ibrahim Khalil Konaté qui sont avec Alpha Condé. De l'ancien ministre de la Justice à l'époque, lorsqu'il a été arrêté, celui qui était ministre de la Justice, il est avec le gouvernement. Ceux qui étaient là autour de lui, finalement, sont dans son camp. Ce n'est pas un problème de système. Alpha Condé, c'est une chose. Lorsque vous avez un opposant en face qui draine des milliers de monde, qui est la deuxième force politique du pays, eh bien, vous dites que si je ne prends pas garde, ce monsieur-là risque de reprendre le flambeau. Donc, dans chaque pays, les dirigeants étouffent souvent l'opposition, mais sauf que le scénario guinéen, je pense qu'il est ahurissant. Parce que ce qu'il dit là, ça peut être pertinent, mais une fois encore, moi, ce que je vais dire, aujourd'hui, tous les pays du monde, le Rwanda par exemple, les chefs d'État se battent pour travailler l'image de leur pays. Et lorsqu'il y a un régime qui s'installe, du point de vue opinion nationale et internationale, c'est Alpha Condé qui va être isolé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut dissocier le président Alpha Condé, la personne d'Alpha Condé, de l'histoire de la Guinée. Le président Alpha Condé, c'est cet opposant qui a eu 40 ans de lutte. Écoutez-moi, les gars. Vous n'allez quand même pas me refuser mon opinion. Allez, vas-y. Dissocier Alpha Condé de cette image-là. Alpha Condé, c'est la Guinée d'un côté, mais l'opposant qui s'est battu pour la démocratisation de son pays. Cet opposant qui, quand même, a eu le pouvoir depuis 2010 et qui en fait quoi? Qui prend son temps à lutter plus pour étouffer une opposition que pour développer son pays. Donc il faut dissocier Alpha Condé de carrément la Guinée. Aujourd'hui, écoutez, non, je n'embourbe pas. Madame Yero, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Les sanctions, quand ils vont tomber, écoutez, on sanctionne des pays à travers leurs dirigeants. Mais quand ça tombe, ce n'est pas les biens du pays qui sont gelés. Ce sont les avoirs de ces dirigeants-là qui sont gelés. Donc aujourd'hui... Non, écoutez, Yero, ce que je veux dire. Vous allez paniquer. Non, je ne suis pas. Je suis en train de. Je vais terminer sur ce point. Ces avoirs-là viennent de nos ressources, mais ça finit dans leur compte personnel. Et quand ils seront gelés, ce ne serait pas la Guinée qui va perdre de l'argent. On a déjà perdu quand ils ont pris. On a déjà perdu quand ils ont pris. Écoutez-moi, on a déjà perdu quand ils ont pris pour mettre sur leur compte personnel. Donc cette fois-ci, ce serait eux qui espéraient pouvoir utiliser à bon escient ou je ne sais pas de quelle autre manière cet argent qui vont perdre. Le cas de l'ancien dictateur nigérien qui est décédé en 93. Aujourd'hui, on est en train de ramener sa fortune au Nigeria. Le monsieur s'est fait 1,5 milliard d'euros en 3 ans dans les banques suisses. L'État nigérien avait perdu cet argent en ce laps de temps. Mais les avocats se sont battus pour ramener cet argent au Nigeria. Ça peut se faire. Il faut dissocier les initiatives souvent des chefs d'État des pays. Le pays peut être impacté parce qu'il le... Non. Il faut dissocier, je le dis, il faut dissocier souvent des initiatives ou des actions des chefs d'État, des actions des pays. Les pays peuvent s'en sortir, mais des hommes, quand ils posent des actes, n'ont aucune chance de s'en sortir. Et des actions qui impactent des fois justement le développement. Mais on vit avec ça, mais ça revient toujours. Le cas nigérien est un exemple pour dire que les richesses parties pour terminer, peuvent revenir, mais il faut dissocier 30 secondes. Est-ce que le président de la République a pour objectif de tuer l'UFDG et de donner naissance à de nouvelles formations politiques qui permettent le RPG Arc-en-Ciel, encore une fois, d'avoir la force d'écraser ces partis et encore une fois, d'avoir... Vous vous souvenez, le président là, c'est pas à lui de donner naissance à d'autres formations politiques. Logiquement, je suis d'accord dessus. C'est ce qui est tout normal. Mais dans sa démarche, il a dit que, en réalité, qu'il ne laissera pas la Guinée dans les mains des anciens premiers ministres, qu'il faut qu'il y ait la nouvelle génération qui vienne gérer. Est-ce qu'il est toujours dans cette même idée? Et si c'est cette idée, c'est au peuple de décider et non à lui de décider. Difficile de les canaliser donc ici les vendredis. L'émission continue.
Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Merci à tous de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou, mais aussi du côté de Farana avec Bambou FM. Merci de votre fidélité. Vous le savez, cette émission est interactive. Vous pouvez donc interagir, donner vos réactions, vos avis que nous allons relayer dans la deuxième partie. Vous pouvez bien entendu nous écrire au 657 39 13 13 ou sur Twitter, bien entendu, pour les internautes au hashtag espace GG. Les contacts défilent juste en bas de l'écran. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages. Nous continuons donc cette émission avec cet autre sujet, cette autre actualité, Mafoudia Bangoura. Hier, nous avons eu Johanna Barry dans ce studio qui était très remonté par rapport à l'organisation de Miss Guinée, de cette élection, de ce concours national. Elle dit que personne ne peut lui retirer l'organisation de... Est-ce que vous comprenez cette sortie, cette volonté pour elle de ne pas sortir du cadre de l'organisation de... Je comprends sa colère parce que c'est quand même un projet qu'elle a nourri il y a des années de cela. Quand on parle Miss Guinée aujourd'hui, la première tête qu'on voit, c'est la tête de Johanna Barry. Donc, qui s'est passé des choses et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec cette guéguerre, c'est bien possible. Maintenant, l'inquiétude aujourd'hui, ou ce qu'on veut comprendre, parce que lorsqu'on a Johanna Barry qui est formelle, qui dit qu'on ne peut pas lui retirer cette commission, et que du côté du ministère de la culture, on parle d'un contrat qu'il y avait entre le ministère et Komigui, un contrat de 10 ans qui est aujourd'hui terminé. Ça, c'est quelque chose, on ne peut que demander à comprendre. Hier, on a écouté ce responsable du ministère justement qui expliquait qu'il y avait un contrat de 10 ans. On a besoin d'une certaine clarté, explication autour de cela. Parce que quand on prend l'organisation des Miss Monde partout des Miss des pays, un peu partout, on sent une implication tellement de toutes les structures qu'on se dit que non, ça ne peut pas être forcément du vouloir d'une seule personne. Et quand on prend, c'est tout le pays qui est concerné. Parce que quand on prend le cas de la Guinée, par exemple, quand on dit Miss Guinée, les Miss viennent de toutes les régions. On a cette compétition. Johanna, ce qui est clair, a eu des difficultés, beaucoup de difficultés. Et ça s'est ressenti dans l'organisation des différentes compétitions. Quand on regarde aujourd'hui les Miss Guinée, mais ce qui se passe, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on peut voir ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui peut bien expliquer? On apprend qu'elle a eu des difficultés à avoir des sponsors et on ne peut pas parler... Des difficultés avec le département. Le département, les sponsors et autres. Et quand on a une telle organisation, on ne peut pas le faire sans les sponsors. Parce que l'essentiel même des cadeaux pour les Miss, les dauphines et autres viennent de ces entités qui acceptent d'accompagner l'organisation. Et lorsque vous n'avez rien de tout ça et que vous y alliez quand même... mais quand on vous met également les bâtons là, dans les roues, ça peut être compliqué. C'est à cela que j'en viens. Lorsque vous n'avez pas de sponsor pour pouvoir organiser, vous avez de la difficulté à collaborer avec des agents du ministère du ministère de la Culture. Je me dis, c'est l'expression que j'utilise, que Johanna Barry elle-même a permis à ceux qui voulaient la détruire de la détruire. Parce que rien qu'à présenter aujourd'hui le résultat de ces compétitions, on se dit que ce sera difficile pour beaucoup de comprendre les difficultés qu'elle a. Moi, à sa place, j'aurais fait quoi? J'aurais peut-être appelé à une conférence de presse pour expliquer en quoi, avec ce que j'ai, je ne peux pas organiser une compétition Miss Guinée digne de nom avec le peu que j'ai. Parce que j'ai besoin d'éléments que je n'ai pas aujourd'hui. Et pour quelles raisons? J'énumère les raisons et je reporte la compétition. Mais elle est allée à cette compétition avec des difficultés. Aujourd'hui, on retrouve une dame qui a gros sur le cœur, qui en a ras-le-bol de tout ce qui se passe autour d'elle. On l'a écouté hier, cette dame qu'elle accuse d'être la nièce de Bantamasso, c'est pourquoi elle aurait eu le marché. Celle-ci a parlé hier disant ne même pas connaître Bantamasso. Donc, en réalité, il y a un point. Laisse-moi clôturer rapidement. Ce que moi je veux bien, c'est que Johanna Barry en personne organise
sa communication pour qu'on sache, parce que c'est important. C'est vrai qu'on la comprend aujourd'hui. Elle a tout à fait raison de s'énerver quand tu as nourri, je sais pas, entretenu quelque chose et qu'à la fin, on te dise valaise. Mais en même temps, cela ne nous enlève pas le droit de savoir est-ce que l'organisation d'une telle compétition appartient au ministère de la Culture ou à John Abari même. C'est ce travail-là, c'est cette explication qu'on voudrait avoir. Et elle-même, elle devrait pouvoir y participer. Partenaire ou pas, parce que ce n'est pas ce qu'on voit déjà. Non, quand on parle de contrat, ça, ce n'est pas que le partenariat. C'est comme si on vous octroyait quelque chose pour un moment, mais après vous rendez, ce n'est pas autre chose. Toute chose qu'on ne comprend pas du côté de Johanna. Donc peut-être c'est cette organisation communicationnelle qu'on va offrir pour qu'on sache à date à qui appartient réellement l'organisation du Komigi, et puis on pourra aller sur d'autres éléments plus tard. Allez-y, Kapsa. Voilà, moi ce que j'ai envie de relever rapidement, c'est d'interpeller d'abord ce que Maf est en train de dire. Il faut que Johanna Barry elle-même, elle réussisse d'abord à sortir de l'émotionnel. C'est vrai que c'est difficile quand on a mis un bébé au monde, on a tout donné pour donner vie à ce bébé-là, qu'on se voit se retirer, ça fait très mal et c'est difficile à cerner. Aujourd'hui, s'il s'avère qu'il y a un contrat qu'ils ont signé à l'entame, il lui sera difficile aujourd'hui de se mettre dans la posture dans laquelle il est en train de se mettre. Et si c'est cela, il est important qu'il accepte encore une fois de sortir de l'émotionnel, d'aller vers les dirigeants, l'autorité, donc le ministère de la Culture, et échanger avec eux, leur donner véritablement la possibilité de pouvoir organiser, revenir sur l'organisation d'un tel événement. Et au-delà de ça, moi je ne vois pas à mal, s'il y a une nouvelle structure qui veut faire la même chose, qu'on puisse, elle, lui retirer. Le fait même de voir toutes ces structures le faire, ça crée une sorte d'émulation et après, ça nous amène vers... c'est une seule Miss Guinée. Attention, c'est une seule Miss Guinée. Écoutez, Miss Guinée, c'est Johanna Barry, le Komigi, c'est elle qui a créé le Komigi. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. C'est elle qui a créé la structure. C'est comme si vous créez une entité, ça vous appartient, vous lancez un projet sur 10 années. On sait, moi j'ai eu la chance d'assister à Miss Guinée en 2016-2017. L'organisation était impeccable. On est dans un pays, lorsque vous faites un faux pas, au lieu d'être soutenu, on vous combat. On vous abat. Johanna Barry, elle est victime aujourd'hui de, je ne dirais pas d'elle-même, mais elle est victime d'un système. Il faut qu'on comprenne une chose. Le Komigi, c'est une société qui appartient à Johanna Barry. C'est un projet personnel. Le partenariat dont on parle, c'est une convention entre elle et le ministère du point de vue organisation. Le projet, elle appartient. On ne peut pas vous arracher votre projet que vous avez quand même caressé depuis des années sous prétexte parce qu'il y a une édition qui a été relayée à la télévision. Il y a eu un fiasco. L'organisation, je vais vous dire, moi j'ai connu des sociétés qui ont accompagné Johanna Barry sur des années. Aujourd'hui, elle n'a pas de sponsor. Dans chaque pays, que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, l'État subventionne la structure. Johanna Barry n'est pas subventionné. Comment voulez-vous que, si l'État ne vous accompagne pas, que ce même État ait un droit de regard sur ce que vous faites? Je ne peux pas comprendre cela. Et n'oubliez pas que Johanna Barry, du point de vue bilan, quand même, qu'elle a pu faire des choses. Vous imaginez, par exemple, le Miss FESPAM. Johanna Barry l'a eu. Miss Nayad, Miss Grand Sumo International, Miss Hideo avec Mariam Diallo, qui est aujourd'hui aux États-Unis, qui a fait la même université que moi. Johanna Barry, je sais combien de fois, elle était à tout moment à l'université pour amener ces filles-là sur la scène. Elle a réussi où beaucoup ont échoué. Et sans oublier Miss Africa Continent. Je pense qu'il faut qu'on relativise les choses. Johanna Barry, normalement, on pose mal le débat. On aurait dû dire, bon, quelles sont vos difficultés? Est-ce que c'est la subvention ce qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre vos résultats? On corrige les choses. Mais on ne peut pas venir tout simplement comme ça avec l'épée de Damoclès de la tête pour l'abattre. La Guinée, malheureusement, c'est le cimetière des talents. Lorsque vous avez un projet, au lieu qu'on ne vous soutienne, on vous combat. Cette dame, elle est victime. Il faut que les gens le comprennent. Il faut l'aider. Même cet appel d'offres dont on parle. Moi, j'ai fouillé hier cet appel d'offres dont on parle. Il y a des voix qui s'élèvent. Il y a des structures qui ont postulé, qui ont dit que le cahier des charges n'a pas été respecté. Parce que, attention, la structure aujourd'hui qui a le marché, on dit que c'est une structure qui est compétente ou spécialisée dans tout ce qui est mode. Une personne qui fait la mode et une élection Miss, les deux choses, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc il faudrait qu'on revienne. Il faudrait qu'on évite. Pourvu que les compétences soient là, il faudrait qu'on évite quand même de tomber dans le clientélisme. Johanna Barry, je pense qu'aujourd'hui, elle a plus besoin d'une subvention, d'une aide, au lieu d'être d'un soutien de la part de l'État. Elle a l'expérience. Elle a la volonté. Pourquoi ne pas l'accompagner? Des tonnes de mises dans ce pays aujourd'hui qui font la fierté sur le plan international. Mais justement, c'est là le problème. Comment aller vers cette solution lorsque on a un responsable du côté du ministère qui ne s'entend pas avec celle qui... Écoutez, nous tous, nous connaissons quand même le tempérament du ministre. On sait que sur le plan politique,
C'est un homme qui défraie la chronique. Aujourd'hui, même dans le monde de la culture, il ne s'agit pas de tempérament. Non, mais aujourd'hui, on a une nouvelle... Ce n'est plus Bantama. Et moi, je pense qu'elle doit repartir vers le ministère, car sur table, parce que même le partenariat dont on parle, c'était 2 ans. 2019, 2020. 2020, vous savez, avec le Covid, il n'y a pas eu d'élection. Miss Guinée. Donc maintenant, on peut faire peut-être une projection pour dire, comme on n'a pas pu organiser, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été stoppées. Comme on n'a pas pu organiser en 2020, on accepte qu'elle puisse organiser en 2021, mais en renégociant les choses et en essayant d'aller sur de nouvelles bases. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Johanna Barry n'est pas accompagnée par l'État guinéen et n'a pas de sponsor. C'est ça qu'on doit résoudre. Allez-y Antoine pour clore sur ce sujet. Sur le cas Komigi, c'est depuis des années que le débat perdure. J'étais de ceux qui disaient que Johanna était non seulement combattue, mais il y a une certaine volonté manifeste de certains de lui arracher son projet. On a suivi à un moment donné, lorsqu'en 2017, au temps de Yula, pour cette élection, cette finale, où des filles ont défilé en bikini. Mais un bikini, Antoine, quand même. Bikini ou bikini, je sais pas. C'est bikini. Ok, en petite tenue. On a vu des Guinéens s'effaroucher, qui étaient surpris de voir des filles défiler en petite tenue. Mais même dans les pays musulmans, c'est comme ça que les filles défilent. Et d'ailleurs, dans les autres pays, c'est pire. Parce qu'à l'époque, les filles sont habillées en petites culottes, chez nous en Guinée. Mais on est allé jusqu'à dire que le PM est allé assister à une sorte de proxénétisme, à une sorte de, je sais pas, de dépravation de nos mœurs et tout cela. Mais à l'époque, Yula a été, je l'ai vu désemparé. Il a même fait une sortie, ses proches ont fait une sortie pour dire qu'il a été trompé lorsqu'il est parti là. À l'époque, Johanna a été suspendu pour ce tact. Mais lorsque ça a repris en 2019 ou 2018, mais j'ai entendu des Guinéens dire que les filles ont porté des talons boucarés. Que les boucarés, on ne sait pas ce qu'on doit porter. Mais on trouve toujours la petite bête pour critiquer. Le Guinéen ne propose pas. Le Guinéen critique, Madame Mérou. C'est ça le problème de ce pays. On ne vous aide pas. On ne vous aide pas. On vous critique. On est dans une critique systématique et négative. Le Guinéen ne propose pas. Donc c'est son droit de comparer. Le Guinéen. Vous n'allez pas. Mais c'est pas de la faute de ces Guinéens qui ça aussi. On s'écoute. Le Guinéen est prompt à critiquer. Il ne propose pas. On veut faire de la comparaison. Attends, on va dans la comparaison. Voilà, on va marquer la pause parce que vous ne vous écoutez pas. Allez-y rapidement, en 30 secondes pour terminer. On va dans la comparaison. Miss Côte d'Ivoire 2019, elle a bénéficié de quoi? Attendez, elle a bénéficié de quoi? La première dame qui lui a donné non seulement de l'argent, mais des dons. Elle a reçu un véhicule, elle a reçu un abonnement pour, je sais pas, téléphonique pour 1 an, l'assurance et tout cela. Des millions de francs CFA, elle a bénéficié de partenaires et de l'État. Pour réaliser son projet. En Guinée, elle a bénéficié de quoi? De 12 millions de francs guinéens de la part du Komigi. Mais de quoi d'autre de la part des partenaires? De rien du tout parce qu'on... Bien, à suivre donc dans la deuxième partie, le maire de Matoto, Mamadou Batos Camara, sur la question du déguerpissement. Mais nous irons également du côté d'Odaboula pour écouter M. Ibrahima Fofana. C'est un boulanger, il va nous parler de la situation qui prévaut dans sa ville natale, justement par rapport au pain. La ville n'a pas de pain, on ne fait pas de pain depuis déjà quelques jours parce que justement les boulangers et les autorités ne s'entendent pas. Restez avec nous, nous revenons dans 10 minutes. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.